Un enregistrement un peu spécial aujourd'hui avec Quentin parce que, bon, on va pas vous mentir, hein, on est un peu enrhumé. Donc et oui, Eric. Ça risque c'est un petit peu compliqué cette semaine. Ouais, ça risque de parler un peu du nez. On va quand même faire en sorte de bien articuler, je te propose. Hein. Je vais faire de mon mieux, je te promets. Bon, parce qu'on a un programme assez chargé hein, dans ce nouvel épisode de Ça roule Quentin. On va prendre la direction du rail. D'actu, ouais. En effet, cette semaine sur le domaine des transports en Provence, donc on a pas mal de choses à vous raconter. En tout cas, on a toujours aussi autant de plaisir à vous raconter, à vous expliquer toute l'actualité sur la mobilité, sur les transports, sur l'automobile. On sait que ça nous concerne tous les jours. Donc avec Quentin, hein, on est prêt, on est chaud et on va tout vous expliquer. Allez, c'est parti. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence. Un podcast original présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard avec Quentin Choquer. Un podcast sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. Allez, je laisse le soin à Quentin de finir son verre d'eau et on va commencer par les actus, hein, les actus qui sont assez chargés cette semaine au niveau de tout ce qui est actualité, mobilité et autres transports. Et on va commencer par cette actu. Alors attention, on est sur des acronymes, on est sur du contrat plan État-région, on va parler de millions d'euros, mais ça va être surtout très concernant. Et tu étais justement ce lundi 4 novembre à la signature de ce nouveau contrat plan État-région qui bénéficie en fait d'une rallonge budgétaire. Je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit exactement d'abord et après pour voir quels seront les effets. Alors tu l'as presque bien résumé Eric, effectivement c'est assez complexe et difficile à appréhender comme sujet, mais ça concerne tout le monde en Provence. J'étais donc aujourd'hui à la préfecture pour la signature d'un volet mobilité à ce contrat de plan État-région qui permet en fait de financer des projets structurants dans la région, donc pas que dans les transports, mais sur ce volet spécifiquement, on parle que des transports. D'accord. Donc le ministre des Transports était présent aux côtés du président de la région Renaud Muselier, du préfet Georges-François Leclerc qui s'apprête à partir pour acter 1,8 milliard d'euros de financement pour le secteur des mobilités en Provence. C'est plus que prévu initialement, il était question de 1,5 milliard, mais d'après Renaud Muselier que je vous propose d'écouter juste après, les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 ont pesé dans la balance pour obtenir plus d'argent aussi bien de la part de l'État que de la région et aussi d'acteurs privés afin donc de financer la desserte des Alpes et également d'autres projets comme le contournement de Martigues-Port-de-Bouc. Alors on va schématiser, ce contrat plan État-région, c'est 1,8 milliard d'euros, c'est de 2021 à 2027, hein, c'est un lissage des financements. Oui, 2027 et puis des projets aussi qui s'étalent jusqu'en 2030. Pour différents types de projets, est-ce que tu peux nous dire quelques projets qui sont notamment cités, qui sont les têtes de pont, qui vont bénéficier de cet apport financier? Oui, alors il y en a plusieurs dizaines, mais les grandes lignes, ça va être d'abord les RER métropolitains, dont on parle un petit peu depuis un moment. Il y a 4 projets retenus pour la région autour d'Avignon, autour de Marseille, d'Aix, autour de Toulon et autour de Nice. Alors les projets financés pour l'instant ce ne sont que des études, on ne parle pas encore de travaux, donc c'est un premier pas. Ouais. On est pas prêt je pense de voir ces RER métropolitains sortir de terre, mais voilà, donc tu as dit c'est un premier pas. Et puis donc il y a la desserte des Alpes, aussi bien ferroviaire que routière, de nombreux aménagements prévus pour faciliter les flux de voyageurs durant les futurs JO, et puis la desserte de la zone industrialo-portuaire de Fos et de l'étang de Berre, donc avec le fameux contournement de Martigues Port-de-Bouc et la liaison Fos-Salon. Tu parlais des Alpes du Sud, on écoute justement Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que tu as rencontré tout à l'heure. Ça c'est grâce aux Léo, hein. Faut être clair. On voit bien que tous les travaux n'étaient pas faits sur la ligne des Alpes pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc il n'y a plus d'argent, donc on n'investit pas. Tandis que là, il y a des jeux, il faut les livrer, et donc on est tous contraints. Et donc c'est l'effet héritage des géos. Et donc là-dedans, ça nous permet aussi de dire, attendez, il n'y a pas que pour les Alpes. Il y a aussi sur d'autres territoires, et notamment autour de Marseille, avec cette ligne qui était abandonnée entre Martigues et Port-de-Bouc, vous savez. On vient d'entendre Renaud Muselier. Bon, en tout cas, on est sur, on parle de chiffres, hein, c'est forcément de l'argent public, mais c'est une bonne nouvelle pour tout ce qui est transport et mobilité dans notre région. Hein. C'est ce qu'il faut retenir aussi dans un sens. Oui, ça va permettre d'avancer sur des sujets qui sont parfois des arlésiennes, hein, comme le contournement de Martigues-Port-de-Bouc qui était attendu depuis une 50aine d'années. Donc ça a été salué en tout cas par les différents élus présents comme une très bonne chose pour la région. Ils espèrent
espère révolutionner la vie des Provençaux qui empruntent les transports grâce à ça. Et ben on en reparlera dans l'épisode 300 de Ça roule Quentin quand les travaux seront terminés et réalisés. J'espère qu'on sera encore là, Eric, je discuter dans ce studio. Avec moins de rhume la prochaine fois, ça sera mieux. Bon, ça sera le cas en tout cas. On vous tiendra informé évidemment des différentes évolutions. On reste sur le rail parce qu'il y a une actualité cette semaine, c'est notamment une grève du côté du transporteur Transdev, un des nouveaux opérateurs sur la ligne Marseille-Nice. Un peu de rififi sur la ligne parce qu'il y a un préavis de grève qui est déposé, c'est ça ? C'est ça, c'est tombé ce lundi matin, un premier préavis de grève déposé par Sudrail chez Transdev, 4 mois après l'entrée en service de cet opérateur sur la ligne Marseille-Nice, qui remplace donc la SNCF, je rappelle, qui historiquement s'occupait de cette ligne, et le contrat a été attribué à Transdev dans le cadre de l'ouverture à la concurrence par la région. Un contrat attribué, mais des conditions salariales et de travail qui ne satisfait pas le syndicat, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, alors, les réclamations de Sudrail, c'est une renégociation des salaires et de meilleures conditions de travail, notamment sur les horaires imposés aux salariés. Alors j'ai réussi à avoir Transdev aujourd'hui. Ils indiquent que Sudrail a déjà été reçu, mais qu'aucun accord n'a été trouvé en fait avec la direction de Transdev. Ils prévoient de se rencontrer à nouveau cette semaine. En attendant, si des trains sont supprimés, donc la grève commence mercredi à partir de 19h en effet. Les infos sur la circulation des trains sera communiquée la veille par Transdev, et si les trains sont supprimés, les voyageurs pourront emprunter les autres avec le même billet. Mais j'entends dans l'oreillette que c'est toujours des petites grèves qui impactent notamment le trafic et qui agacent, hein, je crois, le président de la région. Enfin, il n'a pas manqué de s'exprimer d'ailleurs sur ce sujet. Oui, tout à l'heure je l'ai croisé à la préfecture justement. Il a bien sûr rappelé que tout le monde avait le droit de grève, mais a estimé qu'on avait aussi le droit de faire rouler des trains. Il a rappelé que si les trains ne circulent pas, des pénalités pourraient être appliquées à Transdev. La grève, si elle se met en place, elle pourrait durer jusqu'au mercredi 12 novembre. D'accord, bon, ça c'est surtout cette information pour les usagers à prendre en compte. Hein, voilà, si vous êtes usager de la ligne entre Marseille et Nice Nice-Marseille, évidemment. Autre sujet de société assez inquiétant, tu l'as expliqué, tu as fait un article dessus dans le journal de la Provence de la semaine dernière, où tu es revenu notamment sur cette histoire de 2 auto-écoles, notamment une dans le 10e arrondissement qui, les gérants ont été menacés de mort, une histoire assez hallucinante. Tu tenais à expliquer, donner la parole à ces auto-écoles, parce que bon, on va pas dire on va pas faire une généralité, mais c'est un sujet de société qui impacte un acteur du transport aujourd'hui. Oui, ça s'inscrit dans un contexte de tension dans les auto-écoles, notamment en lien avec les délais du permis. Elles ont manifesté à Marseille la semaine dernière avec une opération escargot par rapport à ça. Et quelques jours plus tard, donc 2 auto-écoles du 9e et 10e arrondissement ont reçu des appels à caractère antisémite, avec des menaces de mort assez explicite. C'est une info qu'on a révélée la semaine dernière et qui a été confirmée par la division sud de la police à Marseille, qui parle donc bien de menaces antisémites et travaille actuellement à retrouver une enquête est en cours, hein, une personne suspectée d'avoir passé ces appels en effet. Et tu dis ça s'inscrit dans un contexte assez morose pour les auto-écoles, avec les délais de permis de conduire qui restent encore très longs aujourd'hui. Oui, voilà, ça peut atteindre plusieurs mois, notamment dans les Bouches-du-Rhône. On entend parfois parler de 8 à 9 mois, voire plus, pour certains candidats au permis de conduire. Et donc forcément, ça crée des tensions. Plusieurs auto-écoles nous l'ont rapporté, aussi bien dans les Bouches-du-Rhône qu'en Vaucluse. Voilà, ce sont des appels parfois insultants, des élèves qui peuvent se mettre en colère lors de l'examen du permis de conduire. On a eu le témoignage d'une inspectrice qui s'est fait insulter. Donc voilà, il y a vraiment un contexte aujourd'hui où les auto-écoles, comme ils nous le disent, sont à portée de gifle face aux longs délais pour passer le permis. Et pour expliquer, c'est parce que ça manque d'inspecteurs, hein, c'est ça surtout. Enfin, leur principale revendication exactement, des auto-écoles. Oui, c'est ce qu'elle réclame au gouvernement, c'est d'embaucher 150 à 160 inspecteurs du permis, je crois, pour justement améliorer la situation et réduire les délais. Ouais, parce que pas d'inspecteur, pas de permis, donc des délais qui s'allongent, et donc c'est aussi une contrainte pour ceux qui veulent passer le permis, parce qu'on le sait bien, si tu as le permis, au moins tu peux plus facilement démarcher pour différents emplois ou autres. Et oui, les représentants des auto-écoles pointent de potentielles conséquences économiques de ce manque d'inspecteurs et de ces longs délais, puisque, donc, tu l'as dit, un jeune qui n'a pas le permis, il peut difficilement travailler, à moins d'utiliser les transports en commun. Bon, on termine là sur ces actus de la semaine.
On va aborder tout de suite le dossier du jour. Le dossier du jour qui nous fait un peu frissonner parce que voilà, on va parler de pneus hiver. Bon, il fait assez chaud aujourd'hui. Je suis gelé dans le studio. On est gelé, voilà. D'un coup, voilà, un coup de froid. Effet spécial, je veux dire, pardon. On baisse la température parce qu'on va parler des pneus hiver, ouais, parce que vous ne le savez peut-être pas, hein, mais depuis le 1er novembre, voilà, c'est la période d'ouverture pas de la chasse, hein, mais du pneu hiver dans notre région. Et déjà, on va peut-être faire une petite cartographie pour bien situer la problématique, parce que à Marseille, bon, on va dire le pneu hiver, pas forcément la principale préoccupation des automobilistes, non. Mais dans notre région, ça peut être le cas, et notamment dans certains secteurs et de certaines zones. Alors à Marseille, ça dépend aussi pour les conducteurs qui prévoient de partir au ski, ça peut être une préoccupation. Mais effectivement, ça concerne donc depuis le 1er novembre une majeure partie des Alpes de Haute-Provence où il est obligatoire de circuler avec des pneus hiver ou des pneus 4 saisons estampillés 3 PMSF. Alors c'est une norme qui est affichée par un petit logo en forme de montagne sur le flanc des pneus. Je rappelle que Quentin adore les normes, hein, les logos. Tu es spécialiste. C'est ma passion, je les collectionne. Tu sais, oui. Chez moi j'ai un mur rempli de petits logos. J'imagine bien. Bon, enfin, je t'inviterai à aller voir. Oui, on mettra des photos évidemment, hein, si on peut. Non mais voilà, donc il y a ces deux types de pneus, et puis alors on peut aussi être en conformité en ayant simplement des chaînes à neige ou des chaussettes dans son coffre, même si évidemment l'efficacité de ces équipements est moindre que des pneus. On est sur, je crois, 191 communes dans notre région qui sont concernées par cette réglementation. C'est ça, 182 dans les Alpes. Surtout, dans les Alpes, alors il y a plus la zone autour de Manosque qui n'est pas concernée. Et puis en Vaucluse, ce sont 9 communes autour du Mont Ventoux. Oui, qui peuvent être concernées par cette réglementation. On le rappelle aussi, hein, ça date de la loi montagne qui était en 2021, qui avait préconisé. Sur ces pneus hiver, donc ce qui est préconisé, c'est de les installer si on peut, hein, directement, et justement pour être complet, t'es justement allé à la rencontre des garagistes dans ces secteurs qui les écrous sont serrés, sont vissés, sont dévissés, sont remontés, rééquilibrés, ça tourne à plein régime en ce moment. Oui, alors je suis allé rencontrer un garage à Riez dans les Alpes où Franck, le co-gérant avec son épouse Christelle, me disait changer environ 30 pneus par jour actuellement. Clairement, il me dit la montagne, c'est la folie, on est à fond jusqu'en janvier. C'est vraiment ce qui les fait tourner en ce moment, puisque les gens viennent soit faire installer des pneus hiver parce que les pneus de leur voiture sont en mauvais état, soit permuter en fait leurs pneus hiver ou été selon la saison sont stockés dans le garage et ils ont juste à venir demander à les basculer quand la loi s'active pour être en ordre. Et c'est un dossier qui est retrouvé dans la province, hein. Je rappelle aussi, toutes ces informations vous les retrouvez aussi dans nos éditions du journal La Provence. Et il y avait une donnée intéressante, je ne sais plus quel acteur te citait aussi, l'intérêt du pneu hiver. C'est au-delà du fait que c'est la sécurité, mais c'est une sécurité pour une raison bien précise, c'est-à-dire sur les routes froides, environ quand la température de la route est à 7 degrés, ça a un impact sur la qualité du pneu, c'est ça ? Sur le comportement du pneu et notamment sur la distance de freinage. Alors cet acteur dont tu parles, c'est Dominique Stemfeld, président du syndicat du pneu. Voilà, il y a un syndicat du pneu, faut le savoir aussi. Ça existe, et alors pour tout vous dire, il est basé à Pertuis, donc c'est notre fierté locale, et je vous propose de l'écouter, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Il faut bien faire la distinction entre pneus neige dont l'efficacité n'est totale que dans la neige, et pneus hiver qui a un spectre d'utilisation beaucoup plus important, qui fonctionne bien sur chaussées sèches, mouillées, verglacées, enneigées, et dont le spectre d'utilisation fonctionne tout l'hiver dès le moment où les températures sont inférieures à 7 degrés. Bon, effectivement, très intéressante analyse de Dominique Stemfeld, le président, on le rappelle, du syndicat du pneu. Tu as fait un dossier assez complet parce que tu t'es notamment intéressé au prix, parce que c'est ça aussi qui peut aussi intéresser les automobilistes, c'est question prix. Il y a différentes fourchettes de prix pour ces pneus, que ce soit des pneus 4 saisons, des pneus hiver par rapport aux propriétés. Justement, c'est un peu une jungle de prix. Explique-nous. Oui, donc clairement, alors le prix déjà varie selon la taille du pneu, donc c'est difficile de dire un tarif exact, mais justement d'après une étude commandée par le syndicat du pneu, aujourd'hui un pneu 4 saisons, ce qui est recommandé pour les automobilistes qui vont 1 à 2 fois par an à la montagne par exemple, ça coûte en moyenne 102 €.
Ouais. Donc admettons si on achète 4 pneus, on est plus autour des 400 €, tandis que le pneu hiver lui coûte en moyenne 123 € actuellement. Ouais, donc c'est un petit coup à prendre en compte, voilà, si on veut. C'est ça, et ce qui est intéressant justement, c'est que le pneu 4 saisons est en moyenne 2 € moins cher que le pneu été. Donc ça peut valoir le coup, effectivement. Ça peut valoir le coup, et ça peut se substituer au pneu été finalement, un pneu 4 saisons. Petite question, est-ce que il n'y a pas une question d'usure et d'abrasion aussi du pneu 4 saisons? On a tendance à dire que des fois le pneu 4 saisons peut s'user plus rapidement qu'un pneu été. Alors non, j'ai pas donné, mais d'après le président du syndicat du pneu dont je parlais tout à l'heure, c'est ça exactement, c'est moins le cas aujourd'hui, et je me suis entretenu aussi avec Coralie Maslow, qui est la directrice marketing d'Allo Pneus, sur lequel peut-être vous achetez vos Fleuron pneus. de région, on le rappelle. Exactement, ils sont basés à Aix-en-Provence. Ouais. Alors leur site industriel est à Valence. Ah, d'accord. Mais leurs bureaux sont à Aix. Okay. Et elle me disait, vous allez voir que la structure des pneus hiver en fait est plus adaptée au sol glissant, enneigé, et que les pneus 4 saisons ont plus tendance à être performants l'été. Je vous laisse l'écouter. Nous, dans ce qu'on constate sur vos prix online, sur notre site internet, il n'y a pas d'écart, hein, donc forcément les automobilistes vont vers un compromis en fait. Voilà, et puis c'est un pneu qui est devenu, c'est un pneu qui est très performant. Il y a de plus en plus de références. Les marques l'ont développé depuis plusieurs années maintenant. C'est pour ça que je pense que les automobilistes se tournent vers cette typologie de pneus aujourd'hui de plus en plus en fait. Et on termine, tu nous emmènes en balade maintenant. Voilà, c'est une nouvelle petite rubrique, parce que régulièrement tu vas tester des nouveaux véhicules, que ce soit des concessionnaires ou des marques automobiles t'invitent à faire des essais. Alors c'est pas des essais pour dire que les voitures sont géniales à chaque fois, non, c'est un travail journalistique tout à fait aussi de tester ces nouveaux véhicules, comme on va de le préciser. Merci de le préciser. Merci, pas de quoi. Mais en tout cas c'est toujours intéressant parce que c'est ce que les véhicules que l'on va peut-être croiser sur la route. Et là tu es allé du côté de Nice pour tester un nouveau véhicule de la marque Leapmotor. Alors Leapmotor, peut-être pour expliquer déjà, c'est quoi comme marque? Alors Leapmotor, c'est une marque de voiture chinoise, mais dans laquelle le groupe automobile Stellantis, que vous connaissez peut-être puisque il possède les marques Peugeot, Citroën, Opel. Ce groupe a investi 1,5 milliard d'euros dans cette marque qui est spécialisée dans la voiture électrique. D'accord. Et donc c'est quoi? C'est une manière pour Stellantis de gagner des parts de marché, sur le véhicule électrique, parce qu'ils font de l'électrique aussi, Stellantis. Oui, mais avec cette marque, ils veulent proposer de nouveaux modèles beaucoup moins chers que ce que vendent leurs autres marques. Le positionnement est plus en entrée de gamme. Ils avaient déjà une citadine, par exemple, présentée au salon de l'auto l'an dernier à Paris, et maintenant ils débarquent donc avec le B10, qui est un SUV un peu plus familial et 100% électrique. Et donc on l'a testé près de Nice. Ils ont choisi de organiser les essais. C'est pas vilain pour tester. Il y a pire, en effet. Pire, et puis c'est un bon choix puisque Leapmotor a ouvert plusieurs concessions dans la région. Il y a Marseille, Aubagne, Arles, Avignon et puis aussi Nice. Donc ce SUV, tu l'as testé une après-midi entière, c'est ça je crois, ou pendant un certain temps quand même? Toute une journée. Toute une journée même, carrément. On va pas dire s'il faut acheter ou pas, c'est pas la question, mais en ressenti, parce que bon, quand même t'as pu la tester. En plus et en moins, on va commencer par aller plus peut-être sur les véhicules, ce que tu as apprécié à la conduite. Qu'est-ce que tu as apprécié, toi, Quentin? Alors ce que j'ai apprécié, c'est d'abord sa maniabilité en ville, notamment. Je l'ai trouvé vraiment assez simple à conduire malgré sa longueur de plus de 4 mètres et demi, je crois. On parle d'empattement, c'est ça, pour le terme technique? Non, là je te parlais de la longueur, mais l'empattement, justement, j'y viens. L'empattement, il est plutôt long, 2 mètres 7, ce qui permet d'avoir vraiment une importante, beaucoup de place en fait à l'arrière. Ouais. Plus l'empattement est grand, plus l'habitacle est... Généralement, oui, c'est là-dessus que les marques jouent pour développer leur voiture. Alors ça se fait par contre un petit peu au détriment du coffre que j'ai trouvé petit, 430 litres je crois, le chiffre sur le papier. C'est moins par exemple qu'un Peugeot 3008 qui, à taille équivalente, offre plutôt 520 litres. Ou par exemple un Skoda Elroq aussi, autre concurrent européen, on est à 470 litres je crois. Donc voilà, le coffre, un petit peu un point négatif. À la conduite, j'ai trouvé par contre la direction assez molle, y compris, et c'est assez étonnant, en mode sport. Ouais.
Voilà, ça m'a un petit peu surpris. On avait l'impression que le volant était en décalage avec les roues en fait, qu'il y avait un temps de latence, ce qui peut être inquiétant. Surprenant, ouais. Mais surprise en activant le mode confort, là le B10, je trouve, s'est révélé, il était vraiment agréable à conduire, et d'autant plus agréable que il est très peu énergivore. Je crois qu'en faisant aussi bien de l'autoroute que des départementales, avec le confrère qui m'accompagnait, on a réussi à avoir 13,2 kWh au 100 km. Alors ça, c'est moins parlant que les litres au 100. Ouais. Mais c'est honnêtement assez peu pour un SUV électrique, et ça permet d'envisager qu'on puisse parcourir plus que l'autonomie annoncée par Leapmotor, autonomie qui est donnée à 434 km. D'accord, bon, effectivement. Donc on est sur une autonomie assez intéressante, quoi. Enfin, pour trajet ville, périurbain, sur les grands totalement. Alors d'autant plus que la recharge est possible chez soi. Alors sur une borne à installer à la maison, Leapmotor promet qu'on peut la recharger de 30 à 80% en 3 heures. Sur une borne rapide, ce qu'on n'a pas eu le temps de tester lors de notre essai, mais le temps de recharge est annoncé à 20 minutes. D'accord, ah oui, effectivement, c'est intéressant. Donc en plus, tu as dit le confort, la maniabilité, notamment par rapport à cette grande taille. En point négatif, tu parlais du coffre, de cette direction qui peut paraître un peu molle. C'est ça, et puis peut-être je dirais la qualité de finition de l'intérieur, c'est très plastique, un peu trop. J'ai envie de dire, on peut pas tout avoir, puisque l'un des gros avantages de ce Leapmotor B10, c'est son prix. Ouais, j'allais venir, évidemment. Ouais, oui, c'est ça qui nous intéresse surtout avant tout aujourd'hui. Oui. Alors, c'est toujours compliqué de dire que ce n'est pas cher, mais il est affiché à partir de 29 900 €, ce qui, pour un SUV électrique familial, est honnêtement assez peu. Par rapport aux autres gammes de prix, tu veux dire, oui, c'est... Oui, pour un modèle équivalent, il faudrait compter au moins 35 000, entre 35 000 et 40 000 €, clairement. D'accord, ouais, donc ça dépend de l'usage, mais bon, en tout cas, on est sur un véhicule assez honnête, quoi. Enfin, j'ai l'impression de ce que tu dis sur le... Oui, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, le seul problème, c'est qu'il est fabriqué en Chine. Ce B10, et la semaine dernière, justement, un rapport sénatorial qui est sorti qui préconise d'instaurer des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, au moins équivalents, je cite, à ceux appliqués par la Chine. Il est fort, Quentin, il rebondit sur l'actualité en créant une autre actualité. C'est ça, donc le Leapmotor B10 ne coûte pas très cher pour l'instant, mais il pourrait coûter plus cher à l'avenir si une mesure... Si cette mesure sort des cartons. Mais Stellantis a peut-être déjà la parade, puisque nous avons appris lors de cet essai que la production du Leapmotor B10 pourrait arriver en Espagne à partir de 2026. D'accord, ce qui permettrait de contourner ces droits de douane et effectivement de produire en Europe, ce qui permet de baisser, de continuer à maintenir des prix. On va dire un peu moins, même si ça reste quand même des sommes assez importantes. On va pas se mentir non plus. Très bien, merci beaucoup, Quentin. Mais avec plaisir, merci à toi, Eric. On se donne rendez-vous à peu près dans 15 jours. Ouais. On continue comme ça, pour traiter sur l'actualité avec un état de santé un peu mieux, on va dire. On sera moins enrhumé. Je nous le souhaite. Je ne sais pas trop entendu, honnêtement. Ça va, je pense, non ? Écoute, dans le casque, ça avait l'air d'aller. Après, on verra si vous, auditeurs, vous nous mettez des commentaires sur nos rhumes respectifs. Ou sinon on fera de l'autotune la prochaine fois, comme ça on n'entendra plus du tout le moindre bruit nasillard au cas où. Ça pourrait être un concept. Très bien. À bientôt, Quentin. À bientôt, Eric. Ciao.